Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Elle a appelé la police sur son voisin noir. Mais elle ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Brookston Hills, banlieue résidentielle cossue à une trentaine de minutes du centre de Charlotte, en Caroline du Nord, semblait tout droit sortie d'un catalogue immobilier idéaliste. Les rues étaient larges, bordées de chênes centenaires dont les feuillages formaient une voûte apaisante en été. Chaque maison avait son style propre, des villas de style néocolonial, des façades en briques rouges impeccables, et des porches spacieux ornés de rocking chairs blancs et de jardinières fleuries. Tout respirait l'ordre, la stabilité et l'illusion d'un monde sans friction. Les pelouses étaient tondues à l'identique, comme si les tondeuses y passaient en rythme synchronisé. Les enfants allaient à l'école en uniforme, saluaient poliment les adultes et jouaient dans les allées sous l'œil vigilant de leurs parents. Le week-end, les habitants se retrouvaient au country club ou autour de barbecues strictement organisés où l'on parlait d'investissement, de football universitaire et des meilleures écoles pour les enfants. Un monde policé, où tout écart à la norme éveillait des regards en biais. Dans ce microcosme, Margaret Whitmore occupait une place centrale, presque institutionnelle. À 58 ans, veuve d'un ancien officier de police respecté, elle s'était autoproclamée gardienne morale de Brookston Hills. Toujours coiffée avec soin, portant des tailleurs pastels et un collier de perles, elle incarnait aux yeux de beaucoup l'élégance conservatrice du Sud. Margaret n'était pas seulement connue, elle était crainte poliment, mais fermement. Elle présidait le comité de voisinage depuis presque une décennie, envoyait des newsletters mensuelles pleines de rappels de bon sens et organisait des veillées de vigilance communautaire avec zèle. Ces fameuses concerned calls, des appels à la police pour signaler des comportements inhabituels, étaient devenues une sorte de routine dans le quartier. Elle disait agir par prévention, mais beaucoup savaient qu'elle opérait selon un radar personnel faussé par les stéréotypes qu'elle n'avait jamais remis en question. Lorsque James Carter, un homme noir de 42 ans, emménagea dans la maison juste en face de chez elle avec sa fille adolescente Amaya, une onde silencieuse de surprise parcourut le quartier. Pas un mot ne fut prononcé en public. Bien sûr, Brookston Hills se voulait civilisé. Mais dans les regards, dans les murmures entre voisins, dans le silence gêné lors des réunions, l'inconfort était palpable. Margaret fut, intérieurement, bouleversée. Cette maison, jadis habitée par un couple de retraités blancs qu'elle considérait comme classique et respectable, appartenait désormais à quelqu'un qu'elle ne pouvait pas situer dans son univers mental. Un homme noir, seul avec sa fille, habillé élégamment certains jours, simplement d'autres. Un homme qui conduisait un SUV noir rutilant, garé bien droit dans son allée. Un homme qui ne venait pas aux réunions du quartier, qui ne se présentait pas spontanément. Mais ce qui dérangeait Margaret au plus profond d'elle-même, c'était son calme. James Carter était poli, mais réservé. Il répondait aux salutations avec un sourire cordial, mais sans excès. Il gardait ses distances sans être impoli. Il ne cherchait ni approbation ni confrontation. Cette dignité tranquille, cette retenue, la déroutait. Et la dérangeait. Margaret ne l'aurait jamais dit à voix haute, mais dans son esprit, quelque chose sonnait anormal. Comme un mauvais accord dans une symphonie. Elle ne comprenait pas comment un homme noir, seul avec une fille adolescente, pouvait s'offrir une maison de cette valeur. Elle trouvait cette voiture trop brillante, cette musique jazz qui s'échappait parfois des fenêtres trop affirmées. Le simple fait qu'il ne cherche pas à se faire bien voir du quartier était, pour elle, une forme de défi. Elle le surveillait. Chaque matin, entre deux gorgées de thé, elle jetait un coup d'œil derrière ses rideaux. Elle notait ses heures de départ. Elle s'étonnait qu'il reçoive peu de visiteurs. Et surtout, elle s'enfonçait dans ses propres peurs, celles qu'elle n'avait jamais remises en question. Que l'ordre de son monde puisse être perturbé par quelqu'un qui n'en partageait pas tous les codes. Puis vint ce dimanche matin. James, en short et débardeur, transpirait sous le soleil en portant une grande boîte dans son garage. Amaya, invisible pour le moment, était à l'intérieur. La scène était anodine. Mais dans l'esprit de Margaret, tout se brouilla. Elle sentit une agitation sourde, une alarme imaginaire. Pourquoi fait-il ça un dimanche matin ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Pourquoi n'a-t-il pas d'aide? Pourquoi n'a-t-il pas dit bonjour aujourd'hui? Elle se leva brusquement, décrocha le téléphone. Son cœur battait. Elle n'analysait plus rien. Elle n'écoutait que cette peur viscérale, irrationnelle,
que son monde se fissurait. Et cette peur avait une cible. Elle composa le 911, la voix tremblante, mais teintée d'une certitude qu'elle n'aurait pas dû avoir. « Oui, bonjour. Je crois que quelqu'un essaie de cambrioler la maison en face de chez moi. Il transporte des affaires dans le garage, et je suis presque certaine qu'il n'habite pas là. Il a l'air menaçant. » À cet instant précis, Margaret Whitmore cessa d'être une simple voisine. Elle devint le déclencheur d'une cascade de conséquences qu'elle n'avait pas anticipées. Et Brookston Hills, ce quartier figé dans une carte postale, s'apprêtait à être confronté à une réalité bien plus complexe que ses pelouses parfaites. En moins de 10 minutes, les gyrophares bleus et rouges déchirèrent le calme apparent de Brookston Hills. 2 voitures de police déboulèrent en trombe, leurs pneus crissant légèrement sur l'asphalte immaculé. Les officiers, visiblement alertés par un appel signalant un cambriolage en cours, sortirent de leur véhicule avec prudence, armes dégainées et doigts crispés sur la gâchette. Leurs regards balayaient rapidement la maison et le quartier, tendus, prêts à toute éventualité. James Carter, surpris par cette soudaine intrusion, leva immédiatement les mains, geste automatique pour ne pas aggraver la situation. Sa respiration s'accéléra un peu, mais il garda son calme. Il avait toujours appris à respecter les forces de l'ordre, même si parfois elles le regardaient autrement. À ce moment précis, Amaya sortait de la maison, une bouteille d'eau à la main, pour offrir un rafraîchissement à son père. Elle fut figée sur place. Ses yeux s'agrandirent de peur en voyant les armes braquées sur son père, et son corps devint une statue de terreur silencieuse. Les officiers criaient des ordres secs et percutants. Main en l'air. À genoux, maintenant. James n'eut même pas la possibilité de s'expliquer. Il sentit la pression brutale des menottes qui claquaient autour de ses poignets, tandis qu'on l'obligeait à s'agenouiller sur le gravier de son allée, sous le regard horrifié de sa fille. Le bruit des menottes résonna comme un coup de tonnerre dans son esprit. Amaya, tremblante, resta là, incapable de bouger, incapable de parler. Elle regardait son père, les larmes menaçant de déborder de ses yeux, et pourtant aucun mot ne sortait de sa bouche. Les policiers commencèrent alors les vérifications d'usage. Ils demandèrent les papiers d'identité de James, son permis de conduire. Ils examinèrent également l'acte de propriété de la maison, les factures d'électricité et d'eau, tout ce qui pouvait prouver qu'il habitait bien là. Quand ils eurent enfin la confirmation, l'un des officiers, visiblement gêné, baissa les yeux et murmura un bref mot d'excuse, mais ce n'était qu'un souffle dans le vacarme de l'humiliation qui venait d'être infligée. James se releva, les yeux rougis, fixant sa fille. Le poids de la honte l'écrasait. Ses épaules s'affaissèrent sous le poids d'un sentiment d'injustice qui, jusque-là, ne l'avait jamais atteint avec une telle violence. Ce que Margaret ignorait complètement, c'est qu'un autre voisin, Luis Hernandez, jeune latino vivant juste un peu plus loin, avait assisté à toute la scène depuis son porche. Armé de son téléphone, il avait tout filmé en silence, le visage grave, partagé entre la colère et la tristesse. Choqué par ce qu'il venait de voir, Luis posta la vidéo sur ses réseaux sociaux, accompagné d'une légende poignante. « Voici ce qu'un homme noir tranquille subit dans notre quartier à cause d'un appel raciste. » En quelques heures à peine, la vidéo fit le tour du pays. Elle fut partagée des milliers de fois, commentée avec émotion et indignation. Le visage de James, agenouillé dans son allée, menotté et vulnérable, devint le symbole d'une humiliation silencieuse, vécue au quotidien par des millions d'Américains noirs à travers les États-Unis. Mais cette notoriété soudaine ne fut que le début d'une tempête. Des journalistes, impatients et déterminés, se mirent à frapper à la porte de James, des caméras braquées sur sa maison paisible devenue le centre d'un débat national. Lui, qui avait toujours évité la lumière, restait silencieux, refusant d'abord de parler. James avait toujours cru que sa réussite, ancien combattant de la Navy, ingénieur en cybersécurité reconnu, serait un bouclier contre les préjugés et les regards hostiles. Il avait tort. C'est sa fille, Amaya, qui lui donna la force de sortir de ce silence. Lors d'une longue conversation, elle lui confia qu'elle voulait que le monde sache ce qu'ils avaient vécu. Qu'elle voulait que leur histoire serve à autre chose qu'à nourrir la peur ou le silence. Poussé par sa fille, James accepta finalement de faire une interview télévisée. Devant les caméras, il parla avec une calme dignité, sans un soupçon de colère, mais avec une gravité profonde. Il parla pour tous les pères noirs qui veulent protéger leurs enfants d'un monde qui parfois les voit d'abord comme des menaces. Il parla pour toutes les familles qui doivent lutter contre des stéréotypes ancrés et des peurs irrationnelles. Sa voix trembla parfois,
mais ces mots résonnèrent comme un appel à la conscience collective, à la justice, à l'humanité. Cette interview bouleversa beaucoup. Brookston Hills, jusque-là figé dans son image d'Éden blanc et parfait, ne pouvait plus ignorer la fissure profonde que cet incident avait révélée. Pendant ce temps, le monde de Margaret Whitmore s'effondra lentement, mais sûrement, comme une façade longtemps entretenue qui se fissure sous la pression de la vérité. Son nom, retrouvé sur les rapports d'intervention de la police, fut rapidement associé à l'appel raciste qui avait conduit à l'humiliation publique de James. Des internautes fouillèrent les archives publiques. Ce qu'ils découvrirent fit l'effet d'une bombe locale. Au cours des 6 dernières années, Margaret avait appelé la police à 17 reprises, et chaque signalement concernait exclusivement des personnes de couleur. Des parents amenant leurs enfants au parc. Un adolescent noir en vélo. Une famille latino en train de déménager. Elle avait toujours justifié ses appels par un simple souci de sécurité. Mais pour beaucoup, il devint évident que ce qu'elle appelait « sécurité » n'était rien d'autre que de la peur irrationnelle et racialisée. L'association du quartier, qu'elle présidait depuis plus de 10 ans, ne tarda pas à réagir. Un vote d'urgence fut organisé. Elle fut contrainte de démissionner, et un communiqué fut diffusé, prenant officiellement ses distances avec son comportement. Puis vinrent les pétitions en ligne. Des voisins, choqués et embarrassés, demandèrent qu'elle quitte le quartier. Ses courses au supermarché local devinrent pénibles, les regards, les silences, les murmures. Margaret, jadis femme influente de Brookston Hills, se retrouva isolée, persona non grata. Mais rien ne la frappa plus violemment que le regard de ses petits-enfants, qui avaient vu la vidéo virale. Un soir, alors qu'elle était restée seule à table, sa fille Rachel, mère des enfants, entra dans la pièce, les traits tirés, les yeux humides. Sa voix tremblait d'une colère contenue. « Maman, tu ne t'en rends même pas compte. Ce que tu as fait, c'est raciste. Tu nous as couverts de honte. » Ces mots, simples mais tranchants comme des lames, déchirèrent les illusions de Margaret. Elle, qui s'était toujours crue non raciste parce qu'elle ne haïssait personne, ou parce qu'elle avait eu une collègue noire très gentille autrefois, fut contrainte d'affronter son propre reflet, un reflet qu'elle ne reconnaissait plus. Pendant ce temps, la voix de James résonnait bien au-delà du quartier. Il fut invité à la mairie pour témoigner de ce qui s'était passé. Son intervention, digne, posée et empreinte de gravité, toucha profondément les élus locaux. Cela mena à la proposition d'un projet de loi locale, James S. Law, une initiative citoyenne visant à sanctionner les appels au 911 motivés par des biais raciaux non fondés. Le projet, soutenu par des conseillers progressistes et des citoyens mobilisés, fut voté en quelques semaines. Mais pour James, les lois ne suffisaient pas. Il voulait un changement humain. Une transformation lente, mais réelle, des mentalités. Quelques jours après un conseil communautaire tendu, alors que la salle s'était vidée et que le silence était revenu sur le quartier, on frappa doucement à la porte de James. Sur le perron, se tenait Margaret Whitmore. Fatiguée, les yeux cernés, tenant une lettre tremblante dans ses mains. Elle ne portait plus ses habits élégants, ni son assurance d'antan. Elle ressemblait à une femme brisée, mais peut-être aussi à une femme qui avait commencé à voir. « Je ne m'attends pas à votre pardon, Monsieur Carter. J'ai été aveugle. Mon père me répétait que le monde devait rester comme avant. Je l'ai cru. Et je me rends compte aujourd'hui que j'ai fait du mal. À vous. À votre fille. Et à beaucoup d'autres, sans même m'en rendre compte. Je suis désolé. » James la regarda longuement, dans un silence lourd mais sincère. Puis, calmement, il répondit. « Je n'ai pas de haine pour vous, Madame Whitmore. Mais votre peur a failli détruire ma famille. Je vous demande seulement de faire mieux. Parlez à vos amis. À vos petits-enfants. N'utilisez plus jamais votre téléphone pour blesser. Utilisez-le pour comprendre. » Ces mots furent une porte entr'ouverte. Un point de départ. 2 ans plus tard, Amaya, la jeune fille autrefois figée par la peur, entra à l'université avec une bourse complète pour études en droit civique. Inspirée par son vécu, elle devint activiste, conférencière, et fonda Just Call Justice, une ONG nationale dédiée à la lutte contre les appels d'urgence basés sur des préjugés raciaux. Quant à James, il devint conseiller municipal pour les questions d'équité et d'inclusion. Il participait à des tables rondes, accompagnait des réformes de la police locale et donnait des conférences. Toujours humble, toujours calme, il refusait de devenir une figure de colère.
Il choisissait la pédagogie, le dialogue et l'intégrité. Et Margaret? Elle ne quitta pas la rue. Elle ne chercha plus à diriger ou à briller. Mais elle assista à toutes les réunions contre le racisme. Toujours assise au fond de la salle, toujours en retrait. Elle ne parlait presque jamais, mais elle écoutait. Elle avait cessé de défendre son passé. Désormais, elle voulait comprendre. Et parfois, écouter en silence est déjà un premier pas vers la rédemption.